Mudumbu. Vous connaissez le principe de l'émission, Mudumbu, le nom de l'animateur et le nom de l'émission. On commence par un personnage, pourquoi pas? Et quel personnage? Well, l'homme bien de là-bas. Hello everybody. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui dans les radios de communauté Sawa, really. Je suis très contente. Mais c'est un plaisir pour nous. Alors, quel est ce personnage, avant qu'on donne ton nom? Well, le personnage, c'est New Rich, le nouveau riche, dans l'homme bien de là-bas. C'était, pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'était en quelle année, ça, que tu avais créé ce personnage? J'ai créé le personnage vers les années 1979, 78, 79, comme ça. Il est 40 ans bientôt. Il a vécu combien de temps, ce personnage? Est-ce qu'il existe encore? Le personnage vit toujours et c'est lui qui a construit toute mon carrière, partout, n'importe quoi que je faisais tout le temps, même ici, même aux États-Unis d'Amérique, en Europe, au Canada, quelle que soit les choses, les nouveautés que je faisais, les gens demandaient toujours, les fans, surtout dans le milieu africain ou panafricain ou transafricain, les gens ils demandaient toujours, oui, que je dois faire le comédie dans le style l'homme bien de là-bas, New Rich. Les gens aimaient beaucoup le personnage qui est un Américain qui ne parlait pas bien le français. C'est comme ça que j'ai construit le personnage. Mais est-ce que tu es d'origine anglophone? Non, je n'ai pas l'origine anglophone. Non, je suis francophone. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer un personnage anglophone? J'ai créé le personnage. En réalité, mon personnage dans mon tête, ce n'est pas un personnage anglophone, really. C'est un personnage américain, anglo-saxon. Et pour répondre à votre question directement, j'étais étudiant en lettres bilingues. Donc tu maîtrisais quand même l'anglais? Oui, tout à fait. Lettres modernes, lettres bilingues et option allemand, même je maîtrisais même l'allemand. Et il y avait dans la langue, l'étude de la langue anglaise, l'endroit qu'on dit qu'un domaine d'apprentissage de langue qu'on dit que areas of error. C'est-à-dire que l'endroit d'erreur, que celui qui parle le français, français comme la première langue, l'endroit qu'il va avoir les problèmes en anglais, et vice-versa. Il y a les endroits que quelqu'un qui parle l'anglais comme la première langue, quand il va parler le français, il y a les endroits qu'il va avoir le problème. Je te demande quelques minutes de quitter un peu le personnage, on va parler un petit peu de ta carrière. Donc de quitter ce personnage et en fin d'émission on reviendra à ce personnage. Alors ici nous sommes sur la radio des Sawa. Les Sawa adorent la généalogie des gens. Alors ton grand-père, ton arrière-grand-père, ils aiment tout savoir. Est-ce que tu as les noms de tes ancêtres? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que c'est aussi important de savoir d'où on vient? C'est très important de savoir d'où on vient, parce que si on ne sait pas d'où on vient, je ne sais pas si on pourra maîtriser où l'on va. Alors, d'où tu viens? Tu sais que moi, je vais poser moins de questions aujourd'hui que la dernière fois que je t'avais interviewé, parce que je suis une machine à questions. Et je sais que tu as une vie bien remplie. Alors, première question avant de savoir d'où tu viens, et puis le nom de tes ancêtres. Une question importante. As-tu des regrets dans la vie? Paula, tu as vu la question, hein? Non, il ne faut pas poser des questions comme celle-ci, qu'on n'est pas préparé. J'en ai, je ne vais pas mettre à tous les... Ils sont nombreux. Vraiment, tu aurais refait la même chose, ou si tu avais eu la connaissance de la vie que tu as eue, tu aurais fait autrement? Je ne suis pas sûr que j'aurais fait autrement pour ce qui est du choix de ma de la carrière artistique. Bon, c'est vrai que j'ai pas tellement choisi. C'est mon essence, quoi. C'est-à-dire que c'est en moi. Je ne force pas, je n'ai pas cherché, j'ai même pas décidé à le devenir. Donc je pense que je l'ai assumé et ça me plaît comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'a fait quitter ce personnage au Cameroun? Pourquoi tu t'es brièvement, moi je connais ton histoire, mais c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Pourquoi tu es parti vivre ailleurs?
Oh bon, ben, je construis le personnage, l'homme bien de là-bas, je fais de la satire sociale. Et ça plaisait pas à l'époque? L'homme bien de là-bas, en 79, 80, c'est nouveau. C'était le théâtre, j'amenais un peu la comédie à un autre niveau, c'était un autre regard. Est-ce que les gens une autre manière de faire. Est-ce que les gens à l'époque comprenaient cette satire? Ben, je dois dire que oui et non. Oui, je suppose que les responsables comprenaient la satire, mais ils n'appréciaient pas cette satire. Bon, et que le public comprenait un peu moins, peut-être. Non, l'establishment comprenait, le public comprenait aussi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la pièce a eu ce succès. Je dois avouer que les gens comprenaient, même si 40 ans après, je croise des gens, même à l'étranger, hein, et aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment avec sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, ça a facilité tellement le contact. Il y a des gens qui me rencontrent, pas physiquement, mais à travers les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, et c'est vraiment formidable. Ils me disent que oui, on avait 9 ans, on avait 10 ans, mais ceux qui disent qu'ils ne comprenaient pas grand-chose étaient trop jeunes pour bien comprendre. En réalité, les adultes comprenaient déjà, pour mettre ça de manière très schématique. Et m'avoue qu'on avait 10 ans, on écoutait avec papa, on rigolait, mais on ne comprenait pas très bien. C'est pas après qu'on a véritablement compris. Avec recul, je suis en train de comprendre que l'établissement comprenait très bien. Alors, comme c'était de la satirique, je suppose qu'ils n'appréciaient pas du tout ta satire. Pour certains. Oh oui, vous faites bien de dire pour certains, car c'est pas tout le monde qui ne voyait pas d'un bon œil. Je dis même au niveau, au sein de l'establishment, de la nomenclature, comment vous parlez comme les soviétiques. Comme l'oligarchie, pour sortir les grands mots. Oui. C'est pas tout le monde au sein de la nomenclature qui voyait d'un mauvais œil ce que je faisais. J'avais des gens très haut placés qui me soutenaient, d'ailleurs, qui appréciaient ce que je faisais. Mais pourquoi tu es parti du Cameroun? Oh, écoutez, je ne vais pas tout vous raconter ici parce qu'un livre est en train d'être écrit sur ma vie, et si je vous raconte tout ici, je suis j'ai le tempérament très business américain oriented, et si je raconte tout ici, plus personne ne voudra acheter le livre. Le bouquin, bon. J'aurai des problèmes avec l'éditeur. Puisque tu viens des États-Unis, parlons des États-Unis. Il y a de bonnes questions sur les États-Unis. Alors, quand tu as été aux États-Unis, ça fait plusieurs années que tu vis aux États-Unis, qu'est-ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu as fait aux États-Unis? Donc, dès que j'arrive aux États-Unis, comme j'arrive un tout petit peu... tu as froid? Je peux couper la clim? Pour un instant, oui. Ok, continue. Alors, tu arrives aux États-Unis? J'arrive aux États-Unis, comme c'était un peu par la force des choses, donc impréparé, je dois reprendre rapidement, je reprends rapidement l'enseignement. Parce qu'avant de partir, je n'enseignais plus, j'avais été poussé à la sortie, donc j'étais pratiquement acteur, comédien professionnel, je faisais des tournées au Cameroun, à travers l'Afrique, ainsi de suite. Ça marchait dans toute l'Afrique, tu as... Oui. Dans l'Afrique francophone? Oui. Tu avais fait quel pays à l'époque? Donc j'ai fait Côte d'Ivoire, Gabon, Benin, Togo. Tu as pris beaucoup d'argent à l'époque? Disons que la piraterie m'avait empêché d'avoir quand même pas mal. J'aurais pu avoir plus que ce que j'ai eu, mais disons que je ne me plaignais pas beaucoup, je dois l'avouer. Combien d'années ça a duré? Ça a duré de 80... Oh, est-ce que je m'en souviens? De 80 à 87, 88. 7-8 ans, comme une bonne carrière de footballeur. Oui, donc j'arrive pour revenir à la question intéressante que tu as posée. Est-ce qu'on se voit ou on se tutoie? On se tutoie dans l'émission. Dans l'émission, voilà, c'est ça le principe. Donc je dois reprendre l'enseignement. Donc je suis professeur... à temps partiel, professeur des lycées à temps partiel. Il faut dire que aux États-Unis, les élèves ne sont jamais seuls lorsqu'un professeur est absent pour une raison ou une autre. Il n'y a pas de permanence, étudier. Ouais, le prof n'est pas là, permanence, étudier, un surveillant vient, vous restez en classe, étudier, ou bien on vous libère quand c'est en dernière heure. Non, il y a toujours ce qu'on appelle un substitute teacher. Un substitute teacher est un professeur de remplacement, un substitut en quelque sorte. Le professeur régulier, le regular teacher, il
fait un plan de cours. Il prépare le cours, il fait son plan de cours, il le prépare. Il prépare le cours, il fait un plan de cours. Et puis, le prof, le substitut, vient le mettre en œuvre, vient conduire le cours, vient le remplacer et prend toutes les responsabilités. C'est-à-dire que vous êtes préparé par le professeur principal qui, par exemple, en début de mois, il vous dit en cas d'absence, on vous donne des cours Non, pas en début de mois. Des fois, j'allais me coucher sans savoir où est-ce que j'irais travailler le lendemain. Franchement, et tu étais payé par le système Je suis payé par le Montgomery. Comme je suis dans la région de Washington, quand j'étais à Washington, par le District of Columbia Public Schools. Donc par l'État, l'État fédéral. Oui, dans le Maryland, donc oui, par l'État en question. Quand je suis dans le Maryland, c'est Montgomery County Public Schools qui me payait. Bon, maintenant, permet que je développe un peu parce que développe. Oui, que je développe cet aspect pratique du système scolaire américain. Quand même, c'est assez. Je crois que je pense qu'il y a un intérêt à quelque chose à partager là. Donc je vous disais que des fois j'allais me coucher sans savoir où j'enseignerais, où j'irais le lendemain, je me levais tôt. Donc il y a un système, qui appelle numéro tous ceux qui sont agréés, tous les professeurs qui sont agréés, qui sont dans le système, qui remplissent les conditions, toutes les conditions notamment pédagogiques et tout, et légales. Dit bon, il y a une position vacante, une place vacante au lycée de Nouvelle. C'est de l'anglais, c'est de 9h à 12h. Vous voulez prendre ou pas? Voilà. Alors tu étais payé comment là-bas? Par vacation, c'est-à-dire quand j'entends vacation? C'est vacation, oui. C'est-à-dire si tu fais les 3 heures, tu es payé. Si tu ne les fais pas, tu n'as pas de salaire? Justement, c'est comme ça, prof. Ouais. Donc il y a la bagarre pour avoir ces heures de cours, quoi. Pas véritablement bagarre, c'est selon les matières qu'on est compétent à enseigner qui va vous donner le travail. Moi, j'avais la chance, par exemple, je fais français, je faisais anglais, je pouvais faire allemand, je pouvais même faire histoire et géographie parce qu'un plan de cours, je vais le mettre en œuvre et puis les réponses sont prévues par le professeur, en fait. Il m'est arrivé tout simplement une fois d'être substitut, mais finalement prof principal, parce que la dame avait pris un congé de maternité. Mais pendant les 3 mois, elle a préparé tous les plans de cours que je vais mettre en œuvre chaque jour. Donc c'est cela, on n'a pas tellement... Est-ce que ça a été un grand avantage de parler le français pour toi là-bas? Un avantage plus tard, pas vraiment comme enseignant au lycée, mais un avantage plus tard parce que 4 ans après, je passe un test pour une université à côté, qui s'appelle Montgomery College. Donc je passe un test et je suis prof là j'ai mon cours à moi, ce n'est plus substitut, je suis professeur à Montgomery College, prof d'université, prof de langue anglaise au département on appelait ça département des langues du monde, World Language Department, Alors est-ce que tu pouvais là-bas parler enseigner une des langues africaines? Non, puisque j'étais engagé pour enseigner la langue française. Est-ce qu'il y a des gens qui sont engagés là-bas? C'est pour tout savoir sur les États-Unis, pour les gens qui n'ont pas été. Est-ce qu'il y a des professeurs par exemple, qui vont parler une des langues du Cameroun, par exemple, qui enseignent là-bas? Peut-être pas du Cameroun, mais d'autres langues africaines, oui. Le Swahili, le Lingala, je crois, des langues... Les langues où il y a vraiment de grandes populations qui parlent. Oui, d'autres langues, oui. Le Yoruba, des choses comme ça, oui. Bon, question bête et stupide, entre guillemets, mais qui va nous intéresser, j'en suis sûr. Est-ce que le Camerounais est coté là-bas? Est-ce que le Camerounais a une bonne réputation aux États-Unis? Je ne sais pas. Quelle question, hein? Je n'ai pas fait. Écoutez, est-ce que tu rencontrais des Camerounais? Il faut poser cette question à des sociologues. Moi, je faisais mon travail, je faisais ce que j'avais à faire, donc je suis pas tout à fait outillé pour. Tu enseignais là-bas. Tu enseignais là-bas. Oui. Tu n'avais pas de regret de ne pas rentrer au Cameroun parce que tu as fait long sans venir au Cameroun. Le pays ne te manquait pas, honnêtement. Ça, oui, ça, j'ai pas besoin de sociologue pour répondre, d'être sociologue pour répondre à cette question parce que c'est très personnel. Oui, ça m'a manqué énormément. C'était très dur, l'exil. 10 ans
J'ai fait 10 ans sans rentrer au Cameroun et c'était pour la première fois et donc c'était très difficile. Mes frères et sœurs, ma maman qui me manquaient, tout le pays. Pas seulement, il y a d'abord ça qui est très personnel, la famille et après tout, on étend ça aux amis, à la vie, à la bouffe, au plantain, au poisson braisé, au pays, au quartier, au village. Voilà tout ça. Oui, ça vraiment. Je dois vous dire que j'en ai tellement souffert que j'avais des palpitations. Il fut un temps, j'ai eu des problèmes de cœur. Tachycardie, etc. C'est-à-dire tension. Arythmia, c'est-à-dire que mon cœur battait à un rythme anormal. On fait tous les examens, on voit que il n'y a vraiment pas... Le stress. Oui, que c'était le stress. Donc, tu as réussi à fonder une famille là-bas, à t'implanter? J'avais déjà fondé une famille avant de partir. Je dois plutôt dire que ma famille a pu me rejoindre 2 ans après. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'est difficile de rentrer aux États-Unis? De rentrer, dans le pays, je sais pas, je crois que vous n'avez pas besoin de me poser cette question. Mais je la pose quand même, la question. Oui, c'est très... Surtout pour nous autres Africains, qui venons de ce qu'on peut pas, il n'y a pas de mur, on peut pas sauter, comme les Sud-Américains qui montent. Alors, j'imagine... On peut pas venir à pied, c'est très difficile pour nous. J'imagine que déjà la Méditerranée, c'est grave, et ce n'est qu'une mer, alors l'océan, ça doit être pire. Je ne sais pas si on peut nager pour aller, parce que les Sud-Américains, ils viennent, ils marchent. 2000 km à pied, sans problème. Bon, mais quand même, on revient alors. Nous sommes sur la radio des Savoies. La généalogie. Maman s'appelle comment? Ta grand-mère, ton grand-père, comment il s'appelait? Alors, grand-mère. Tu commences par les femmes. D'accord, grand-mère. Non, j'ai remarqué grand-mère, mais du côté papa ou du côté maman? Grand-mère, je cherchais à préciser, grand-mère du côté maternel, Mboukem. Je ne connais pas son prénom. Mboukem. Du côté paternel, Ngoteng. Alors, c'est quel village? Je suis de l'Ouest, ça c'est de l'Ouest. Attention à ce que tu me dis. Moi, j'ai un historien qui m'a dit que la nation Bamileke, c'est une escroquerie parce que les Blancs sont venus, ils ont tiré un trait, ils ont dit tout ce qui est à l'Ouest, c'est à l'Ouest. Donc il disait que c'était une escroquerie, un professeur, un archéologue, et ça m'avait fait sourire. C'est là que je réfléchis, mais c'est vrai qu'il y a un trait, quoi. On a dit que tout là-bas c'est l'Ouest, mais les gens ne se comprennent pas toujours entre eux. Quand tu vas par exemple dans un village à 100 km qui est l'Ouest encore, les gens ne se comprennent pas, donc il y a différentes ethnies là-bas quand même. Où tout le monde se comprend. On ne peut pas dire que tout le monde se comprend. On peut dire quoi? On peut dire dans le micro. On peut dire qu'il arrive qu'on se comprenne, ça dépend. Si on est entre Bapa, Batié, Badenkob, on se comprend. Je comprends les Baham, je comprends. Banjoun, je comprends. Ça dépend également des aptitudes de chaque individu. Peut-être qu'il y aura des individus qui ne vont pas comprendre. Même Bafan, je comprends, alors que je suis des hauts plateaux. Bafan, je comprends. Banganté, je comprends. Ce qui me pose problème un tout petit peu, ça commence à être Tchan et Mbouda. Ça s'éloigne, oui, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres langues là-bas. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas comme par exemple à dire, on prend un exemple aux États-Unis, tout le monde parle anglais, par exemple. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est même pas comme. Oui, non, c'est pas comme ça. Alors, tu rentres de temps en temps au village quand tu es revenu au Cameroun, tu rentres parce que tu as quand même un métier où il n'y a pas d'histoire d'ethnie. Quand on rit de tes sketchs, il n'y a pas on est Betty, on est ceci, on est cela. Tu avais quand même un public large. Oui. Alors. Oui, avec tout ce qui se passe dans le monde, les sociétés qui se referment sur elles-mêmes, je suis le net comme toi. Les gens qui disent que les gens de l'Ouest veulent s'associer, des trucs bizarres, je trouve ça un peu nocif. À dire que séparer un si beau pays comme ça. Alors qu'est-ce que tu penses de tous ces messages racistes sur le net? Tu as bien une opinion? Parce que moi personnellement, je trouve ça très nocif pour notre société. Tu vois, j'ai donné... Oui, tu as tout dit. Je trouve non seulement nocif, c'est même ça crée un climat malsain. Je crois que ce qui est nocif également, je crois que c'est malsain dans les mots se rapprochent. Je trouve cela très malsain et très. Et tu lis en ce moment tout ce qui se passe, qu'on veut tribaliser. On veut tribaliser la politique. Oui, quand je peux, je lis. Et des fois, pour tout dire, je suis dégoûté. Oui, je suis dégoûté parce que c'est malsain. Je suis dégoûté.
tu dois faire comme moi à dire je ne m'inscris plus, je sors de votre groupe parce que franchement. Oui, non. Ce n'est même, d'ailleurs, je n'appartiens à aucun groupe, moi. Je vais lire. Moi, je vais dans les groupes, je vais lire ce que les gens se disent. Je n'appartiens pas à des groupes. Et donc, tu as bien remarqué qu'en ce moment, il y a un climat délétère. C'est pas non seulement dans les groupes, mais même dans des chaînes de télévision établies dans le pays. Et c'est ça qui est encore plus grave parce que c'est pas restreint. C'est ça que je trouve encore plus grave. Comment tu vois l'avenir de ce pays, le Cameroun, toi qui viens de l'extérieur? Je ne suis pas sociologue, parlons de mon métier, parlons de ce que j'ai fait. Je suis d'accord. Alors par rapport... Je ne suis pas politique. Je te répondais quand même, je vois quand même un avenir radieux. Malgré tout. Donc, écoute comment je vais tourner la question maintenant. Par rapport à ton métier de comique, par rapport à la satire, par rapport à tout ce que vous pouvez dire maintenant dans les sketchs, quand on écoute les gens parler, maintenant on se moque des gens ouvertement et on ne peut plus aller en prison pour ça. Tu es d'accord avec moi? Donc, quand même, la société camerounaise a changé depuis 40 ans. Ben, disons que moi, en tant que créateur, en tant qu'observateur, je pense que le créateur de l'esprit n'a pas besoin qu'un contexte favorable se crée. Je vais créer, je m'étais créé, forgez-moi un espace, je m'étais imposé. Je m'étais fait accepter, j'avais fait accepter cela, que la critique, et ma critique, elle était bienveillante. La critique, lorsqu'elle est bienveillante, elle est propre, elle est subtile. C'est pour cela que c'est une œuvre d'art. Je parle de critique qui est une œuvre d'art, qui n'est pas injure. Voyez-vous, on assiste aujourd'hui à, si vous voulez, le multipartisme a créé ceci dans notre pays d'assez malsain, d'assez nauséabond, et il a permis l'irruption sur la scène de troubadours. Voyez-vous, toutes sortes de saltimbanques. J'ai envie de rire parce que là, tu es dans la satire, là. Parce que on a une autorisation de création de partis politiques. On peut aller à la télévision, on peut aller à la radio, insulter, crier. On voit toutes sortes de saltimbanques à des émissions de plateaux de télévision, parler avec on ne sait quelle, avec autorité, apparemment avec autorité, mais sans épaisseur. Ils parlent de manière péremptoire. On dirait qu'on a affaire à des experts, mais on ne sait pas en fait quel est le curriculum vitae de tel qui parle. Donc c'est un peu cela. Mais il n'y a pas aussi beaucoup de... Attendez, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est très important, cette irruption donc sur la scène de toutes sortes de troubadours. Il y a plein de troubadours et de charlatans qui j'appelle sur la scène, sur le plateau de télévision. Et avant, pour prendre la parole, pour qu'on vous donne la parole, même à la radio simplement, il fallait avoir de l'épaisseur, il fallait avoir un CV, il fallait avoir quelque chose à dire, mais n'importe quel va-nu-pied s'en va, dans les débats, voilà, ça s'appelle débat, entretien à longueur de journée, et on insulte. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ce point, que pour moi, je ne considère pas cela comme une avancée. Je dis que on n'attend pas, le penseur, le citoyen n'attend pas qu'un contexte favorable se crée. Est-il inspiré? A-t-il un message? Il l'exprime. C'est l'artiste, comment l'exprime-t-il? De manière agréable, de manière bienveillante, de manière constructive. Voilà ce que nous avons fait depuis. Et croyez-moi, ces années qu'on appelait les années de plein obscurantisme, nous avons réalisé cela pendant ces années-là. Et nous en sommes nous en sommes fiers, oui. D'après tout ce que tu me dis là, tu suis les télés camerounaises quand tu es aux États-Unis? Vous avez la possibilité? Par le câble, par le satellite, etc. Ça dépend sur quel bouquet on est, mais ça dépend sur quel bouquet on est. Mais il y a des possibilités. Oui, il y a des possibilités sur certains bouquets, mais je n'en ai pas le temps, honnêtement. Je lis un peu sur Internet, quand je reviens, je n'en ai pas le temps. As-tu remarqué que dans toutes les émissions de télévision au Cameroun, il y a beaucoup de comiques qui interviennent dans ces émissions. Alors, est-ce que c'est aussi des ménestrels, des troubadours? Des bons troubadours ou des mauvais troubadours? J'avoue que je ne regarde pas tout le temps, non, je ne sais pas. Mais tu sais qu'il y a parfois des comiques qui interviennent dans les émissions, dans toutes les émissions, dans les plateaux, il y a le comique. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe? Oui, souvent, même en radio. Ah, je ne savais pas. Bon, mais je ne sais pas ce que ça donne. Je n'ai pas encore pu observer ce que ça donne. Mais pour moi, oui. On revient un peu dans le passé, les Cancans, les Jean-Michel Cancan, les Sidi Minja. Tu les as connus? Ben oui.
Alors, quelles furent, quelles furent, voilà, des questions intéressantes que tu vas aimer, puisqu'on va parler de ton métier. Quelles furent, à l'époque, les relations que tu avais avec eux? Alors, Cancan. D'abord, et Cindy. Et Cindy Minjar. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut aller de manière chronologique. Parce que Cindy vient avant Cancan. C'est pour ça que j'ai dit... il y en avait d'autres avant encore? Il y en avait d'autres encore avant? Oui, même avant, et Cindy, il y a Oncle Otiama, Daniendo. Il y a l'oncle Otiama, oui, qui est avant nous tous. Oui. Tu les as connus? Bien sûr, j'ai fait des choses avec eux. Tu as fait quoi? Oui, j'ai fait des spectacles avec eux. Je n'ai rien fait dans l'obscurité avec eux. Est-ce qu'ils t'ont appris des choses? Apprendre, non, ce serait un peu trop dire. On a fait des spectacles ensemble, surtout Daniel Do. Et Cindy un peu moins, mais on se fréquentait. On a des années 78, j'étais même présent à certains de ces spectacles. Moi, j'étais pas encore connu quand il était déjà sur scène. Tu faisais déjà les parties, ce qu'on appelle parties américaines. Non. La compagnie, c'est-à-dire il joue au lycée technique. Moi, je suis à l'école normale supérieure. Je vais le voir, l'encourager, c'est ça, parce que je prends cet exemple parce que ça s'est passé effectivement ainsi. Moi, j'étais à la résidence à la Cité de la Normale Supérieure et puis donnais des spectacles, c'était évident. Et à ça, et puis on se côtoie et puis on boit un verre ensemble, une bière, j'en buvais pas. Bon, lui, il pouvait en offrir et puis on bavarde et puis on parlait de notre métier. Oui, on parlait de nos métiers, des nouvelles tendances en matière de comédie. Véritablement, oui, on se fréquentait, on habitait tous le quartier Melaine, qui était un peu le quartier latin à l'époque. Donc, oui. Donc, le quartier existe toujours? Oui, je ne sais pas si c'est toujours le quartier latin ou s'il est aussi latin qu'il était à notre époque. Est-ce que attends, je n'ai pas fini avec Daniel Do. Oui, c'est un aîné. Il est venu voir nos premiers spectacles parce que quand j'ai commencé le spectacle, ce n'était pas la comédie, c'était montage poétique. Et après, même en 1994, j'ai organisé un festival. Je l'ai invité. Il est venu, on a joué au Palais des Congrès en 1994, oui, en 1994. Et même Jean-Michel Cancan également. Donc, pour la première fois, j'avais organisé un festival où on pouvait nous retrouver tous ensemble. Est-ce qu'il reste des images de ce festival? Oui, il pourrait y avoir quelques images de ce festival, oui. Le support, c'était ce support, je crois, Betacam, mais on pourrait avoir des images de ce festival-là, oui. Je vais te poser une question très technique. Très technique, hein. Une question très technique. J'ai l'impression que les comiques... Je vais répondre techniquement. Je pense que les comiques aujourd'hui tordent la langue. À la différence de certains comiques africains qui ne tordent pas la langue, qui sont plutôt axés sur le message. Alors, est-ce que tu es pour tordre la langue? Ou est-ce que tu es plus pour la subtilité de la langue? Moi, c'est une question technique. Je suis pour ce que j'ai pratiqué. Regardez ce que j'ai fait. Pour quel résultat? Et ce qui est embêtant lorsqu'on accentue le comique langage, surtout sur le mauvais français, que je dois dire, sans d'abord maîtriser ce français. C'est-à-dire qu'il est difficile, j'ai l'impression qu'il est difficile de savoir quand est-ce qu'ils font exprès, quand est-ce qu'ils s'amusent avec la langue, puisque très souvent, ils ne la maîtrisent même pas, cette langue. C'est ça qui est embêtant. Mon personnage, le parler de Lombien là-bas, je vous dis, c'est un parler scientifique. C'est un parler codifié. Je vous indiquais tout à l'heure les endroits, par exemple, quand je commets une erreur, je peux vous expliquer sur le plan grammatical pourquoi je commets telle faute. Voyez-vous, je peux pas partir directement du français correct que nous sommes en train de parler vers le parler de mon personnage. Par exemple, nous est en train de parler. Mais là, tu ne tords pas la langue. Là, tu ne tords pas la langue, tu prends un accent. Je prends l'accent, mais je tords également la langue. J'ai dit, nous est en train de parler. Nous sommes en train de parler. Mais toi, tu le fais de manière... Parce que mon personnage qui parle anglais va dire we are. Il a un problème de conjugaison de l'auxiliaire. C'est irrégulier. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Il a la tendance à conjuguer de manière régulière. D'où nous est
est en train de parler, au lieu de nous sommes en train de parler. Mais en étant prof de langue, toi, tu faisais exprès. Justement. Et tu te demandes aujourd'hui si nos comiques aujourd'hui font exprès, c'est ça? J'ai l'impression que quand on les entend parler, même normalement, ils ne maîtrisent pas cette langue. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'ils font exprès. Et que ce n'est pas seulement là-dessus que tout devrait se jouer. Tout devrait se jouer. Alors pour toi, ça devrait se jouer où? Mais je vous dis, ça se joue à plusieurs registres. Il y a le comique, il y a la situation, il y a les quiproquos, il y a les jeux de mots. Ça devrait se jouer au niveau même du contenu. Penyamundi. Choc. Doila Sawa. 92.60 MHz. L'autre radio. On est chez les francophones. Est-ce que tu as suivi les grands comiques français? Est-ce qu'ils t'ont apporté quelque chose? Je parle alors, on va remonter très loin. Fernand Reynaud, les Bourvil. On parle des Coluche. Honnêtement, non. Honnêtement pas. Ce sont des gens que j'ai connus comme ça, de manière furtive, après m'être fait un nom. Je ne vois pas... Quand on parle souvent de modèles, et même ceux que j'ai côtoyés aux États-Unis, même à travers le net ou même en scène, c'est après m'être construit à moi ma renommée. Je pense ces années-là, d'abord, il n'y avait pas tellement d'exposition, on n'avait pas tellement de facilité. Les années 70-79, vous pensez qu'il n'y a même pas YouTube, pas de télé, pas de YouTube, rien. Donc, en revanche, au niveau de l'écriture, je peux vous dire au niveau de l'écriture, parce que je suis avant tout, et ça c'est une précision importante, je suis un auteur dramatique, un metteur en scène, et un acteur, comédien. Je ne suis pas humoriste, comme on dit aujourd'hui. C'est un peu plus réducteur, humoriste. Donc, je suis devenu honnêtement humoriste aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on attend de l'humoriste seulement qu'il fasse rire, et tout seul. Le jeu ne compte pas tellement, à moins qu'il fasse ce qu'on appelle le sketch comedy. Il raconte des histoires, on attend de lui qu'il soit comique, c'est tout. On n'attend pas de l'acteur qu'il soit comique, on attend de l'acteur qu'il joue correctement, qu'il incarne un personnage. On attend d'un auteur comique, d'un acteur dramatique, d'un auteur qu'il écrive, qu'il y ait jeu de mots, qu'il soit très intelligent, si vous voulez, qu'il manie la langue, qu'il ait un regard sur la société, pas seulement qu'il fasse rire. Une histoire. Oui, il y a une histoire, qu'il construise, qu'il y ait de l'enchaînement, qu'il y ait du suivi, qu'il y ait de l'enchaînement là-dessus. Donc, tu as trouvé du travail en tant que... Un instant, que je précise un petit quelque chose, s'il te plaît, par rapport à une question importante que tu m'as posée relative à mes modèles. Et donc... en revanche, le fait d'avoir étudié, en étudiant le théâtre classique français, j'ai étudié la dramaturgie française. Corneille, Molière. Oui, non seulement ça, oui, Corneille. Rabelais, pas non seulement les pièces, mais prendre une pièce de théâtre, à savoir d'aller dans le premier acte, avoir l'acte d'exposition, avoir comment ça se noue, comment un dénouement partiel, avoir comment créer des rebondissements, comment amener un dénouement partiel et relancer l'action. Ça, au niveau de l'écriture. Molière était un des spécialistes. Voilà, donc, oui. Jean-Baptiste Poquelin. À arriver au niveau donc, de l'écriture, quand on écrit une pièce, parce que j'écrivais des pièces de théâtre, je n'écrivais pas des sketchs, j'écrivais des pièces de théâtre. Donc ça, c'était un avantage. J'ai fait la même chose également quand je suis allé en Angleterre. Elizabethan drama, quand j'étudiais Shakespeare, Richard II, Macbeth. Je suis allé voir à Stratford-upon-Avon, la ville qui porte son nom. Il y a une troupe de théâtre également qui porte son nom, The Royal Shakespeare Theatre, qui joue du Shakespeare chaque jour. Donc, étudiant, mon petit job, je plongeais dans un restaurant, laver les assiettes, et faire réaliser des économies. Et aller à Stratford-upon-Avon, 1975. Aller à Stratford, me payer ce voyage, aller parce que j'étudiais Shakespeare, je me disais, je dois aller voir. C'est une troupe qui joue Shakespeare chaque jour.
Donc je suis allé le voir, c'est à Stratford-upon-Avon. Un peu comme la comédie française qui joue des pièces de Molière tous les jours. Un peu comme ça, oui, mais un peu comme ça. Donc, et l'Angleterre t'a beaucoup apporté? Ça m'a apporté également. Je voulais boucler sur ce chapitre pour dire qu'également en allemand, quand j'étudiais l'allemand et que j'étais en Allemagne, ça c'est 1975-76, j'étudie le théâtre allemand, le théâtre politique allemand contemporain. Et l'un de mes grands contemporains, oui, c'est-à-dire vraiment le théâtre politique des années 40, 50, c'est ça qu'ils appelaient contemporain. Et le grand maître, c'était Bertolt Brecht. J'étudie chez Bertolt Brecht. Qui avait eu des problèmes avec les nazis d'ailleurs. Oui, c'était un auteur, c'était un activiste, comme on dit. Bertolt Brecht, dont il écrit La bonne âme de Zetson, Der gute Mensch von Zetson. J'essaie de bien comprendre chez lui la technique qu'il appelle la distanciation, et ça m'aide quand j'écris L'homme bien de là-bas. La distanciation, par exemple, c'est quand on crée un effet qui permette aux spectateurs de s'imaginer que ce dont on parle ne se passe pas ici, ça se passe. D'où le titre d'ailleurs de ma comédie, L'homme bien de là-bas. Je vous parle de là-bas, je ne vous parle pas d'ici. Vous êtes libre de comparer, d'établir des similitudes entre le monde que j'ai créé, où se passe, où se joue, n'est-ce pas, où se noue et se dénoue tout ce que je raconte, et votre environnement quotidien. Il y a également chez lui ce qu'on appelle la brisure du quatrième mur, c'est-à-dire qu'au théâtre classique, jusqu'ici, avant Brecht, le quatrième mur est celui qui sépare l'acteur du public. Il y a 1, 2, 3, 4 murs, et en face, là, le rideau, c'est un peu le quatrième mur. Donc, l'acteur au théâtre classique est censé jouer par rapport à lui, ne pas être conscient de la présence du spectateur. Et parfois, on n'a pas conscience, parce que si les jeunes qui nous écoutent monter sur une scène de théâtre avec les lumières, etc., parfois, on ne voit pas le public. Oui, pas du tout. Donc, chez Brecht, c'est plus technique que cela. Donc, il vient et casse ce mur parce que c'est un théâtre politique, parce que c'est un théâtre de conscientisation, parce que c'est un théâtre d'éveil des consciences. Il dit que je m'adresse au public. Pourquoi ça? Me voici, je vois. Oui, n'est-ce pas en disant que l'argent ne fait pas le bonheur? Vous avez bien me regardé. Est-ce que je ressemblais à quelqu'un que je suis malheureuse? Je m'adresse directement au public. Mais ça, je n'incarne plus seulement le personnage, je m'adresse au personnage. Tu sais que le temps passe là, on est déjà à 40 minutes, il nous reste 20 minutes. Tu m'as dit que oui, 40 minutes, on vient de parler 40 minutes. Il nous reste aussi, on n'a pas il nous reste un peu de temps, il nous reste un peu de temps, ne t'inquiète pas. Une question. Non, parce que si tu veux, tu attaques des choses, tu veux que je développe des choses. Oui, rappelle, mais mon nom, c'est pas important. Tu attaques des choses très importantes par rapport au métier, par rapport à la distanciation que j'explique. Ça peut édifier un auditeur, ça peut édifier un jeune. La brisure du quatrième mur. Qu'est-ce que le jeune va foutre? Il va oublier mon nom de toute façon, et celui de ma grand-mère. L'important pour cette émission, c'est que là, tu nous donnes ton nom. Ben oui, je m'appelle David Kemze. David Kemze. Et ton nom d'acteur? C'est mon nom légal, mon nom d'acteur, Dave K. Moktoy. Alors tu as eu la chance, là on va rester... bien, il a entendu, mais la seconde après, il a oublié l'auditeur. Non, les gens te connaissent plus que tu le penses. Une chose importante, on parle très technique, je sais que les personnes qui nous écoutent, tout le monde ne connaît pas Bertolt Brecht, tout le monde ne connaît pas Shakespeare, tout le monde ne connaît pas Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Une chose importante, c'est que toi, tu as eu la chance de lire ces auteurs dans leur langue d'écriture, c'est-à-dire pour Bertolt Brecht en allemand, pour Molière en français et pour Shakespeare en anglais. Nous revenons au Cameroun. Est-ce que c'est important, toi qui es professeur de langue, qu'est-ce que tu conseillerais à nos jeunes Camerounais qui nous écoutent de lire ces bouquins? Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, on ne lit pas beaucoup. Alors, est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, vous aviez la chance de lire beaucoup? Parce que j'ai l'impression que les jeunes ne lisent plus du tout. Que Internet a pris le pas sur tout ça? C'est vrai, c'est important de lire beaucoup pour étendre, ça permet d'étendre ses horizons, de mieux maîtriser même la langue, oui. Lorsqu'on lit de bons auteurs, des gens qui écrivent bien, qui maîtrisent mieux la langue que nous, ça a un impact très 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 positif sur notre maniement à nous de la langue, maniement autant écrit. C'est très important de lire. Oui, moi ce que tu me dis me rappelle un professeur de classe de première. Mais c'était il s'appelait comment? Un flamand. Je me souviens de son nom, Vance Mevort. Au Cameroun, non? Non, oui, au Cameroun. C'était au lycée classique de Bafoussam.
Mais vous lisez pas assez, vous. Mais il faut lire. Les Africains, vous lisez pas assez. Lisez Lamartine. Et pleurez le romantisme. Mais lisez les rêveries du promeneur solitaire. Et comme ça, allez, taisez-vous là au fond, vous bavardez trop. Il parle de toi, là. Voilà, donc j'avais mon prof qui nous rappelait cela. Et puis moi, Alors, tu t'es mis à lire quand? Parce que moi, je me suis mis à lire à 15 ans. Avant, je n'aimais pas la lecture. Je lisais et je me suis mis à lire grâce à certains livres de géographie, les astres, les planètes, etc. C'est ce qui m'a amené à la lecture. Et après, je me suis aperçu que j'avais lu tellement de livres. Je faisais les classiques auteurs comme Dostoïevski, comme d'autres. Tu as aimé quand la lecture? J'ai commencé à lire un peu plus en classe de... Le cahier d'un retour au pays natal, on l'a vu en classe de premier... Dès le second cycle. Alors, tu as fait un rattrapage. Oui, j'ai commencé à lire vraiment dès le second cycle. Et puis après, quand je me suis orienté en lettres, je lisais davantage. Et puis à la normale supérieure, oui, je commençais véritablement à lire, c'est-à-dire à aller acheter des livres qui n'étaient pas au programme. C'est ça véritablement. C'est-à-dire quand j'arrive au niveau où j'achète des livres qui ne figurent pas au programme, ni au niveau secondaire, ni au niveau du supérieur, eh bien c'est cela que j'appelle vraiment. Tu sais qu'avec le net maintenant, parce qu'il y avait un élève qui se plaignait, là, j'avais fait avec un professeur de sciences, une grande scientifique, un chercheur, qui avait dit, un élève qui lève la main, il dit, mais madame, il n'y a même pas de bibliothèque au Cameroun, tout ça. Elle dit, mais vous blaguez ou quoi? Vous ouvrez Internet, vous avez tous les livres gratuits. Qu'est-ce que tu penses du nouvel outil technologique Internet? Tout est là, véritable, tout est là. Alors, est-ce que tu arrives à lire sur Internet? Parce que c'est pas pareil qu'avoir un livre. Le livre, c'est le toucher. Oui, mais sur Internet, c'est pas les livres que je lis sur Internet. Je lis des grands articles. Je lis vraiment des grands journaux. Les journaux sur Internet. Je regarde des vidéos. C'est beaucoup plus là que je lis sur Internet. C'est pas des romans que j'irai chercher à lire. Tu vas en fait à l'essentiel. Personnellement, oui, véritablement. C'est ce qu'on appelle aller à l'essentiel. Les grands articles, oui, des gens qui écrivent bien, oui, c'est ça. Est-ce que tu côtoies quand tu viens au Cameroun? Est-ce que tu es attiré par peut-être lancer un théâtre? Quels sont tes projets ici au Cameroun? D'abord, mon actualité. Tu m'as dit que tu écrivais un livre, ton histoire, ta biographie. Oui, ça c'est pas... On va pas en parler. Oui, ça... oui, mais qui écrit cette biographie? C'est toi ou c'est un auteur? C'est moi, c'est un auteur et moi. Donc, on reviendra dessus. On reviendra dessus. Maintenant, comme qu'on parle de mon actualité, je suis là parce que l'homme vient de là-bas. La pièce qui a construit pratiquement toute ma vie et qui a contribué également à changer la physionomie du Cameroun, me dit-on, eh bien, elle sort en film. Donc, oui, le film est bouclé. Alors, qui a fait le film? C'est moi qui ai produit le film. Produit financièrement? J'ai tourné, oui, financièrement. Et qui a tourné les metteurs en scène, c'est toi? Non, toute l'équipe se trouve à Yaoundé. Toute l'équipe, une grande équipe. Une équipe camerounaise? Une équipe camerounaise, oui. Francis No, ce réalisateur chevronné, qui a fait, je crois, 30 ans à CRTV, donc qui est sur le plan de la réalisation des fictions, est un excellent réalisateur. C'est un film tourné en film, là je parle technique, en film 16 mm ou 30... Non, c'est tourné avec les moyens modernes. Caméra numérique. Oui, c'est tourné en numérique. Et alors, durée du film? La distribution du film, 45 minutes. Alors, il va être distribué où? Il va être distribué, question très intéressante. Distribution moderne et distribution online seulement. Online. Ça veut dire que les gens... En ligne. C'est-à-dire que les gens nous envoient. Si tu permets, tout à l'heure, je pourrais donner le contact. Oui, donne maintenant même, et tu redonneras après. Donc, le contact, maintenant, ça va être 691 05 15 25. 05 15 25 691. 05 15 25, un numéro très facile. Ah, tu as une technique pour... Non, normalement... Alors, je vais t'apprendre une chose. Je peux te donner un conseil. Oui, un truc. Il y a en radio ce qu'on appelle numéro, comme ça je donne un conseil à tout le monde. Quand vous donnez les chiffres 3 par 3, c'est plus facile à retenir que 2 par 2. Mais là, c'est tellement simple ton numéro que 05 15 25, ça monte. Et puis on ajoute 691 après. Voilà. Alors, si tu avais dit 3 chiffres, tu les retiens facilement. C'est ce qu'on appelle en radio des numéros autobus. Okay. Ça prend à l'école. D'accord. Alors, le numéro de téléphone. Dans ce numéro de téléphone, alors pour comment. C'est le numéro de qui au fait? Pour qu'on ne vous dérange pas toutes les minutes pour dire je veux parler à Dave. C'est le numéro du distributeur. C'est le numéro du distributeur Davet. C'est Davet. Donc, je demande à mes fans, à mes supporters d'envoyer
de m'envoyer un transfert. Ce sera pour l'instant, c'est un numéro seulement transfert Orange Money. Ce qu'ils peuvent pour soutenir. Nous le vendons, je ne le vends pas le film. Ils envoient un petit transfert, ce qu'ils veulent bien donner pour soutenir ceux qui ont... Avec leur numéro, avec leur propre numéro pour qu'on les reconnaisse. Disons que oui, forcément leur numéro apparaît. Avec leur email aussi. Donc on envoie leur numéro apparaît forcément, mais leur email, mon équipe, on leur envoie un email de vérification et un deuxième avec le lien sur lequel cliquer pour voir le film. Voilà. Donc je reprends cela, donc vous nous envoyez un petit transfert au numéro que je viens d'indiquer, 691 05 15 25. Donc le transfert de soutien à ce numéro-là avec votre adresse email. Un SMS, votre adresse email. À partir de vous envoie un email. C'est déjà ça se fait déjà. D'accord. Une adresse email. Et de ne pas donner le lien à d'autres gens gratuitement. Bon, justement, on allait en arriver là. Je suis très heureux que tu en arrives. Il n'y a pas moyen, de manière technologique, de vous empêcher. Mais si vous tuez la poule aux œufs d'or, j'ai dépensé des millions pour réaliser cela. Si je ne peux pas rentrer dans mes frais, je ne pourrais pas vous en réaliser un autre, en produire un autre pour votre passe-temps, pour vous égayer. Alors, si je rentre dans mes frais, je peux en produire un autre. Rentrer dans mes frais, c'est que vous ne partagiez pas le lien, que vous regardiez pour vous-même. Vous pouvez regarder avec un ami ou une sœur à la maison, mais ne pas vous mettre à partager le lien aux autres. On ne peut que vous exhorter à ne pas le faire en comptant sur vous. Et jusqu'ici, je pense que ça se passe sur bien. votre civisme intellectuel. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que je pense surtout à mes supporters, j'ai des gens qui sont... C'est-à-dire, si je comprends bien, le numéro que tu as donné, 691 05 15 25, lorsqu'on t'envoie un crédit téléphonique, c'est de l'argent pour toi, pour ton film, pour tes productions. Oui. Et après, si moi, par exemple, je le fais, je t'envoie, je sais pas, peut-être 100 000 francs. Bon, mais j'essaierai de donner quelque chose. Donc j'envoie, tu m'envoies un code, j'envoie mon email aussi. Non, tu envoies en même temps transfert avec ton email. Oui, ton email. Ok, oui. Mais c'est-à-dire que je vous envoie le transfert et après je vous ajoute l'email. Par SMS. Tu envoies le transfert forcément pour qu'on puisse donc, savoir. tu as l'argent d'un côté et je dis j'ai envoyé, je sais pas, 5 000 francs, 2 000 francs. Voilà, mon email, ça paraît. Mon email, c'est tant. Voilà. Et mon nom, comme ça, automatiquement, vous savez qu'avec mon nom, je vous ai envoyé. Et là, votre producteur envoie directement dans ma boîte mail le lien. Justement, généralement, quand le transfert apparaît, selon ce que nous avons vu jusqu'ici, ça vient avec le nom de l'expéditeur de toute façon, puisque ton motu est enregistré, documenté. Mais il ne faut pas aller à un Orange Money du quartier pour faire le transfert. C'est ce que je voulais expliquer aux gens. Parce que tu peux t'arrêter à Orange Money et dire envoyez-moi à tel numéro de l'argent. Ah d'accord, oui. Dans ce cas-là, oui, d'accord. Il faut Dave, préciser. J'ai un problème là aujourd'hui, mais un grave problème parce que l'heure a tellement tourné et que nous sommes presque en fin d'émission. Oui. Je t'ai demandé tout à l'heure, je parle par rapport à ton métier. Je t'ai demandé si tu avais des regrets, mais quelle a été la plus belle chose dans ta vie de réalisateur, dans ta vie de comique, mais attention, pas n'importe quel comique satirique, j'allais dire. Quel a été ton plus beau souvenir ? Bon, pour revenir de manière quand même rapide et concrète, au regret, c'est que je regrette que dans mon pays, que rendu à ce niveau-ci, qu'il n'existe pas d'institut où je vienne, de standard où je vienne partager cette expérience avec des jeunes. Oui, c'est un peu regrettable. Et est-ce qu'à ton époque, là, il y a 40 ans, là, ça existait ? Non. Ben, c'est pas parce que je me suis fait tout seul qu'on doit s'attendre à ce que tous les jeunes, tout le monde se fasse tout seul. Et c'est vrai que je me suis pas raté, comme dirait quelqu'un. Mais qu'est-ce qui t'empêche, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entrer dans la comédie, et dans l'écriture, et dans le metteur en scène, etc. Qu'est-ce qui t'empêche de temps en temps de faire un séminaire, de recevoir ces jeunes ? Ben, j'envisage de le faire. J'envisage par rapport à mon actualité, dont il y a non seulement le film, mais également j'ai un projet d'une émission télévisuelle. Et pourquoi vous diffusez pas ce film ? Il reste quand même quelques salles de cinéma. Et après, souvent on fait ça dans certains pays. Tu présentes ton film et après on te pose toutes les questions. Ben, pour l'instant, ça pourra venir après.
Pour revenir à ta question, je vais faire des DKM masterclass. Oui, chaque année, oui, je ferai des masterclass. Mais masterclass, ça ne remplace pas, ce serait une bonne initiative privée, ça ne remplace pas une école que les pauvres pourraient créer, ça ne remplace pas un institut national des arts, métiers. C'est bien. Je ne veux pas dire qu'on ne va rien faire en attendant cela, mais ça ne remplace pas. Mais peut-être commencer par ces masterclass. Oui, déjà ça. Ouais. Donc je ferai des masterclass et je ferai même un masterclass assez spécial. Ce sera DKM Masterclass Women in Comedy. Ce sera les femmes dans la comédie. Oui, les femmes voix de femmes. Festival Women's Voice in Comedy. Ce sera un masterclass voix de femmes en comédie. Je voudrais promouvoir de manière spécifique, si vous voulez, l'émergence de comiques femelles. Et moi, je sais parce qu'elles ont une vision du monde, voyez-vous, vont promouvoir leur vision identitaire et sociétale propre. Lorsque le comique noir s'exprime sur la société, sur sa vision, c'est différent c'est différent de la vision qu'a le comique blanc, par exemple. Il y a des numéros, très souvent c'est pour se moquer de nous. Alors on avait se valoriser quand même aussi un peu. Donc je pense que la vision des comiques masculins sur les femmes est souvent un tout petit peu également misogyne, parfois misogyne, paternaliste. Donc je voudrais promouvoir justement la vision identitaire de la femme, pas les comiques femmes. Apparemment, comiques femmes, ici au Cameroun, il y en a quelques-unes qui arrivent. Je n'en connais pas beaucoup, mais je voudrais juste... J'en connais quelques-unes. Pour promouvoir cela. Et alors, ça c'est une bonne question, tiens. J'étais en train de réfléchir, une très bonne question même. À partir de quel âge un jeune, et comment fait-il pour savoir s'il peut être quelqu'un comme toi, quelqu'un qui fait le même métier que toi ? À quel âge on se découvre, à ton avis, des aptitudes ? C'est difficile pour moi de le savoir parce que... Alors, est-ce que tu pourrais détecter ces aptitudes ? Ah oui. Je ne peux pas dire à quel âge on doit sentir ces aptitudes. Mais c'est pas de la sociologie, ça. Je pourrais détecter, facilement des aptitudes. Alors, si les gens qui nous écoutent là se sentent des aptitudes de comique, c'est quoi avoir des aptitudes, à ton avis ? C'est être spirituel, être vif, véritablement être vif, avoir tendance à raconter des histoires, à blaguer, à être heureux, être content, aimer. Oui, c'est un peu cela. Oui, c'est un peu cela que je... Oui. Tu vois, c'est des questions très techniques. Oui, c'est cela. Alors... Si tu as une question que je n'ai pas posée, quelque chose que tu voulais dire, je rappelle ton numéro de téléphone, 691 05 15 25. Wow. Si on veut te joindre aussi, c'est un numéro facile. That's correct. J'ai pas eu de mal. Si on veut te joindre aussi. Alors tu restes quelque temps au Cameroun ? Je vais rester encore un peu. Le personnage revient ? Oui, alors, je vais rester pour faire. J'ai l'engagement à Yaoundé et pour la promotion le film, pour que beaucoup de gens, j'attends le soutien, les supporters pour voir l'homme bien de là-bas enfin disponible, que tu peux regarder comme ça même. Si tu cliques le lien sur ton téléphone, tu peux regarder. Donc je ne raconte pas ce qui se passe pour les gens qui connaissent, bien sûr, iront voir. Oui, ils vont voir. Et les gens qui ne connaissent pas, ils vont découvrir. Oui, il y a les scènes qui connaissent déjà, le fameux parallèle. Regardez-moi le moquette, c'est nettoyé ou ce n'est pas nettoyé. Puis il y a de nouvelles scènes, il y a sur le comment je théorise un peu, je mets les gens à laisser, les scènes avec mon épouse, Fideline, pour la première fois. Ne raconte pas tout. Fideline, elle est très belle. Le fille qui joue le Fideline, mon épouse, elle est très très belle. C'est très très belle. On verra dans les images. Une question importante. Est-ce que le personnage n'a pas été très lourd à porter pendant des années ? Et peut-être tu aimerais passer aussi à autre chose. Le personnage, je passe à autre chose. Je passe à autre chose de temps en temps. Aux États-Unis, tu as réussi à avoir des rôles là-bas ? Oui, par exemple, aux États-Unis, dans un milieu plus international, comme le Comedy Club, je ne joue pas le personnage, je joue en anglais. Oui, je joue en anglais, l'anglais correct. Quand je joue à DC Improv Comedy Club, I perform in English, you know. Est-ce qu'il est les plus difficiles ? Bon, c'est pas une question géniale, mais de jouer en anglais, de jouer en allemand ou de jouer en français ? Ce n'est pas question de difficulté, c'est question de la public. Et puis, surtout si tu dois écrire ton matériel.
Oui, pour si tu dois écrire, parce que après tout, il est plus difficile d'écrire le matériel dans la langue qu'on maîtrise le mieux. Parce que quand je dois écrire, surtout même improviser en français, il va sans dire que normalement, c'est plus facile pour moi d'improviser dans la langue que je maîtrise le plus que dans l'anglais. Et encore moins en allemand, ça va être encore plus difficile, oui. Ici, on est sur la radio des Sawa, on adore parler la langue. Alors, est-ce que tu connais quelques mots de Douala ou d'une autre langue des Sawa? Bon, pour commander le radio Sawa, je dois dire que je connais le mot de... d'abord, petite anecdote. En classe de première, au lycée classique de Bafoussam, j'avais mon ami. Moi, j'étais la famille pauvre. Mon ami était l'ancien ambassadeur, il s'appelait Pidi Ekale Djembele. Pidi Ekale Djembele. Puis ça va là. Et il me donnait un peu l'argent, le beignet. Et je fais ce devoir d'allemand. S'il est ici à Douala, il me appelle. C'était oui. 1973 au lycée classique de Bafoussam. Mr. Pidi Ekale Djembele. Oui. Tu connais le numéro et il parlait comme les bladiers qui me disaient, écoute, ce devoir-là. Tu vas faire mon devoir. Moi, j'ai pas fait ce truc-là. Écoute, ça me fait... moi, j'en ai marre. Elle me donnait un peu, je lui aidais. Donc, je connais Namala. C'est ça, c'est l'anglais? Non, okay. C'est le Douala. C'est du bon Douala. Ok, c'est le bon Douala. Je connais Namala. Oui. Natondiwa. Je t'aime, I love Natondiwa. Je connais, ouais. J'aimerais bien, pour finir l'entrevue, que tu donnes... Natondiwa plus qu'il y a moins que demain. J'aimerais bien, pour finir l'entrevue, que tu, si tu te souviens, mais ça j'en suis sûr, de ta langue, de ton village, que tu donnes quelques conseils aux jeunes qui t'écoutent, qui comprennent la langue. On fait toujours ça dans l'entrevue. Oui. Et après, tu te donnes la petite traduction en français pour que tout le monde comprenne. J'aimerais bien que tu t'adresses aux gens de ta région, de ton village. Ce que je veux dire, c'est que même en anglais, je dis to succeed in life, do the best you can where you are with what you have. Pour réussir dans la vie, je dis aux jeunes de faire du mieux que l'on peut là où on est avec les moyens que l'on a. Je crois que c'est un très beau message pour finir. Tu as quelque chose à ajouter? Non, nous à tout parler. J'ai seulement l'espoir. Tu as vu, on avait dit 45 minutes, on a fait plus d'une heure. Et je rappelle le numéro de téléphone où vraiment, si vous voulez joindre Dave, vous le joignez au 691, je ne peux pas oublier ce numéro de téléphone. Tu m'as mis un numéro en tête là. Bon, c'est pas une charmante jeune fille qui répond peut-être. Alors, 691 05 15 25. Dave, merci beaucoup. Ouais, tout le plaisir était le mien. Tu as vu, là, j'étais calme aujourd'hui, j'ai pas posé 2000 questions comme d'habitude. Mais c'était très intéressant la conversation, tu nous as beaucoup appris, tu nous as, on aime dire au Cameroun, édifié. Merci. Benyamundi. Choc. Douala Sawa. 92.60 MHz. L'autre radio.